8 anecdotes sur la mort de Louis XVI. Dix-22, 21 janvier 1793. Place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Louis XVI, 39 ans, vient juste de perdre la tête. Retour sur un drame qui a figé l'Europe, l'événement le plus terrible de l'histoire de France, en 8 anecdotes. 1. D'où vient le surnom de Capet de Louis XVI? Vous vous souvenez? Le 10 août 1792, la monarchie se fait renverser aux Tuileries. Louis XVI et sa famille sont envoyés à la prison du Temple. Le 21 septembre, la nouvelle Assemblée nationale, la Convention, décrète l'abolition de la royauté. Se pose alors la question fatale. Que fait-on du roi? Son procès s'ouvre le 11 décembre 1792. Louis devient le citoyen Capet. Le 15 janvier 1793, la Convention vote la mort. Le citoyen n'a plus que 6 jours à vivre. Capet? C'est sous ce nom, plein d'une cruelle dérision, que Louis se fait juger et condamner. En donnant un nom de famille au Dieu tout-puissant, on le rabaisse au rang de simple citoyen. Un clin d'œil à Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne en 987, dont les Bourbons sont une des branches descendantes. 2. Le dernier repas du roi Louis et les siens sont enfermés entre le 13 août et le 26 septembre 1792, à la prison du Temple, près de l'actuelle mairie du 3 arrondissement. Son dernier repas? Bien loin des caricatures, Louis n'engloutit pas sa pitance comme un goré. On l'informe avant de lui apporter son dîner qu'il n'aura le droit à aucun couvert. Son valet de chambre lui coupera pain et viande avec un couteau qu'on lui aura confié. « Me croit-on assez lâche pour que j'attente à ma vie ?» soupire-t-il. Il mange peu, coupant son bœuf avec sa cuillère. Le dîner ne dure que quelques minutes. Il est 19h. 3. Louis XVI a failli être sauvé 8. Le roi vient de quitter sa prison du Temple dans une voiture escortée par 2000 soldats. Dans 2 heures, après un trajet interminable, il sera mort. Il fait 3 degrés quai. Un épais brouillard blanc enveloppe les rues d'une capitale transie et mal réveillée. Au niveau de l'actuel numéro 52 de la rue de Beauregard, 2 arrondissements, des hommes sont postés. À l'affût. Le carrosse va passer. Mais que se passe-t-il? Là, regardez. Le baron de Batz, ami de la famille royale, va tenter de faire évader le roi, aidé d'amis royalistes. Pas facile quand on sait que sur le chemin de la voiture veillent en 80 000 hommes armés. Mais l'un d'eux finit par dénoncer le complot. Batz réussit à s'échapper. Les autres se feront exécuter. 4. Où se trouvait la guillotine à l'époque de l'exécution? La guillotine est installée entre le bas de l'actuelle avenue des Champs-Élysées et le piédestal de la statue de Louis XV déboulonnée pour l'occasion. C'est-à-dire l'emplacement de l'obélisque actuel. Vous vous souvenez? La place de la Concorde devient, entre janvier 1793 et juillet 1794, l'endroit où la terreur coupe toutes les têtes. 5. Louis XVI contribue au perfectionnement de l'engin qui va le tuer, la guillotine. Guillotin n'est pas l'inventeur de la terrible machine. On la doit au docteur Antoine Louis, 1723-1792, qui s'inspire lui-même de modèles européens existants depuis le Moyen-Âge. Guillotin, lui, défend la décapitation pour des raisons d'égalité et d'efficacité. Car avant 1789, le châtiment n'est pas le même selon le rang social ou la nature du crime. On réserve la décapitation aux nobles. On brûle les hérétiques. On écartèle les régicides. On pend les voleurs. C'est Louis XVI qui signe le décret intronisant la guillotine le 2 mars 1792. On dit même qu'il souffle à Guillotin l'idée de donner à la lame la forme d'un biseau. Si Louis n'avait pas mis son nez dedans, la lame aurait été courbe. Mais pour se passionner de mécanique, elle n'allait rien couper du tout. Le roi propose d'incliner la lame pour plus de force, tout en diminuant le contact avec la peau 6. Comment réagissent les Français? Louis XVI vient de perdre la tête. La foule, massée là depuis l'aube, se tait, horrifiée. Très peu poussent des cris de « hurrah », très peu ont des actes irrespectueux. Pas d'émeute, ni pillage, mais plusieurs incidents violents. Un perruquier se tranche la gorge, un piqueur du roi se pend à une poutre. La mort de Louis XVI est ressentie par une majorité comme un traumatisme, une perte totale de repères. L'image du père de la patrie, perdue. À Paris, en janvier 1793, malgré la rancœur et les déceptions, on croyait quand même au roi. Beaucoup sont sous le choc, mais hors de question de laisser paraître une larme, une émotion, de peur d'être soupçonné. Étienne Denis Pasquier écrit « Chacun marchait lentement, osait à peine se regarder. Le reste du jour se passa dans une profonde stupeur. Les promenades étaient solitaires, les lieux publics déserts ou fermés, les maisons barricadées. 7. Les réactions des monarchies européennes. Les Français viennent de tuer leur roi. Inimaginable.
Un vent d'horreur secoue l'Europe des vieilles monarchies poussiéreuses. Mais comment réagissent-elles? À Londres, la nouvelle de l'exécution de Louis XVI se répand comme une traînée de poudre. 2 jours après sa mort, on ferme les théâtres. La cour prend le deuil. Le peuple hurle « Guerre aux Français !» La haine contre le non-français est maintenant portée à son comble, écrit le duc de Bassano. La Chambre des Lords dénonce le régicide comme le forfait le plus odieux et le plus atroce qui ait été raconté par l'histoire. L'Espagne, elle, reçoit la nouvelle avec horreur. Le roi hurle d'entrer en guerre contre la France. L'ambassadeur de France à Madrid reçoit l'ordre de partir sur le champ. Il traverse le pays sous les cris de haine et de vengeance. 8. Les derniers mots du condamné. A-t-on des nouvelles de la Pérouse? Voilà la question qu'aurait demandé un Louis XVI, fanat de géographie, quelques minutes avant de mourir. On n'avait plus de nouvelles de ce capitaine de vaisseau, envoyé par le roi mener une expédition dans le Pacifique,